Voilà, mes chers collègues, donc notre commission d'enquête poursuit ses travaux avec l'audition cet après-midi de Madame Claire Mathieu. On a dû vous le dire, Madame Mathieu, cette audition va être diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera aussi l'objet d'un compte rendu qui sera publié. Alors en commission d'enquête, on doit satisfaire à certaines formes. Donc je vais devoir prononcer un petit texte qui répond donc aux obligations de forme. Donc un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Donc Madame Mathieu, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Voilà, c'est un peu rude comme entrée en matière, mais bon voilà, la loi le veut comme ça. Madame la directrice, vous êtes... alors d'abord, que je dise les choses, c'est moi qui ai proposé à la commission de vous auditionner donc en tant que scientifique spécialiste de la question des algorithmes. Vous êtes informaticienne et directrice de recherche au CNRS. Vous êtes donc spécialisée dans la recherche sur l'algorithmique et en particulier sur la conception d'algorithmes pour trouver des solutions quasi optimales à des problèmes qui sont difficiles à résoudre exactement. Vous nous direz un peu ce qu'il en est de ce sujet. Récemment, vous vous êtes notamment intéressé à la modélisation du phénomène dit du plafond de verre dans les milieux sociaux. Pas forcément dans les réseaux sociaux au sens numérique, dans les milieux sociaux. Voilà, c'est un sujet à dimension sociale qui nous intéresse aussi en tant qu'élus. Notre commission d'enquête s'intéresse à la question de la souveraineté numérique et elle s'interroge sur les moyens dont la France et l'Europe disposent en la matière. Et à cet égard, dans la perspective d'une amélioration de notre souveraineté numérique, qu'elle concerne cette souveraineté directement l'État, les citoyens ou les acteurs de la société, je pense en particulier aux entreprises, en quoi, la question que nous souhaitons vous poser, en quoi la science des algorithmes peut-elle apporter des solutions de progrès? Et à la faveur de la réémergence de l'intelligence artificielle, qui n'est pas un sujet récent, on en parle depuis très très longtemps, et grâce aux capacités de calcul décuplées et aux gigantesques bases de données désormais disponibles, les algorithmes font l'objet de tous les fantasmes, de beaucoup de fantasmes en tout cas, dans la population des gens non spécialistes dont on fait partie, nous aussi. C'est notamment la souveraineté des individus qui serait au premier chef, selon certains, menacée par les algorithmes. L'exemple qui vient naturellement à l'esprit, c'est celui du réseau social Facebook, dont l'algorithme risque de contraindre ou risquerait de contraindre notre liberté de nous informer et même de penser. Voilà, selon certains. La question de la transparence des algorithmes est aussi l'objet de nombreuses interrogations. Le phénomène de la boîte noire est-il inéluctable? Voilà, est-on condamné à ne jamais ou à ne plus connaître le contenu des algorithmes et les calculs qu'ils font? Serons-nous un jour incapables de comprendre les décisions prises pour nous par des machines? C'est aussi une question que nous souhaitons vous poser. Et enfin, estimez-vous que la recherche française, publique comme privée, dispose de suffisamment de moyens en la matière pour faire le poids face aux géants du numérique? Voilà quelques questions que nous souhaitons vous poser. Je vais vous laisser évidemment vous exprimer. On donnera ensuite la parole aux collègues sénateurs pour des questions supplémentaires. Voilà, merci Madame Mathieu d'avoir répondu à notre invitation. La parole est à vous. Les sénateurs, mesdames, mesdames les sénatrices, on est sauvés. Merci de m'avoir invité à vous parler. Donc, n'étant pas complètement sûre de la légitimité de ma venue ici, j'ai structuré ma présentation en 3 parties. Qui je suis, ce que j'ai envie de vous dire et ce que peut-être vous avez envie d'entendre. Alors voilà, ça a été résumé par le président. Donc ça fait plus de 30 ans que je fais de la recherche sur les algorithmes.
Après un parcours universitaire classique, j'ai eu un trajet dans l'enseignement supérieur et la recherche, essentiellement en France, dans des lieux très divers, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis. Et en particulier, j'ai passé 8 années à l'université de Brown, aux États-Unis, l'une des universités Ivy League, à temps plein, comme professeur d'informatique. Donc ça me donne une certaine familiarité de l'intérieur avec le système américain. J'ai également été consultante pour quelques entreprises, NEC, à l'époque où ça existait, AT&T, Microsoft Research, et puis récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour Parcoursup. Toutes ces entreprises, j'étais consultante uniquement dans des laboratoires de recherche, donc je faisais essentiellement le même type de recherche que ce que je fais le reste du temps, avec des collègues chercheurs comme moi, mais qui travaillaient pour Microsoft ou AT&T, etc. Alors, quelques exemples de mes travaux de recherche pour que ceux d'entre vous qui sont scientifiques en sachent un peu plus sur le style de ma recherche. J'ai conçu un algorithme quasi optimal avec des collaborateurs pour placer des rectangles dans une bande de façon à utiliser le moins de longueur possible. C'était motivé par, disons, de la découpe de vêtements, mais c'est resté au niveau théorique. Avec des collaborateurs, j'ai travaillé sur l'analyse d'une heuristique très populaire pour la classification de données en petites dimensions. Et j'ai démontré qu'une variante était quasi optimale. Donc là, vous avez un exemple sur le schéma des ensembles de points qu'on a classifiés en 3 groupes, rouge, vert et bleu. Et puis troisièmement, comme l'a mentionné Monsieur le Président, avec des collaborateurs, j'ai proposé un modèle pour l'évolution, l'émergence de réseaux sociaux, la croissance des réseaux sociaux et l'émergence d'un plafond de verre pour les minorités. Donc tout mon travail s'articule autour de la conception et l'analyse d'algorithmes et parfois la modélisation. Et ce que je fais, c'est concevoir des algorithmes, démontrer des théorèmes. Alors, vous avez parlé de transparence. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, et en particulier, je m'y suis intéressée dans le cadre de Parcoursup. Donc, Parcoursup, vous le savez, c'est la plateforme d'affectation des candidats bacheliers aux formations de l'enseignement supérieur. C'est donc un exemple d'algorithme qui a des impacts sociétaux. Ce qui est géré, ce qui est utilisé, ce qui est placé, maintenant, ce ne sont plus des rectangles, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes et des êtres humains. Et ça change la donne parce que maintenant, un algorithme, même s'il est très sophistiqué, même s'il est optimisé à fond, il ne pourra être accepté que s'il a la confiance de ses utilisateurs. Et pour acquérir cette confiance, eh bien, ce que nous avons essayé de faire dans l'équipe de Parcoursup, c'est que nous avons essayé d'être très transparents. Alors, comment être transparent? Donc là, j'ai un cas concret de mise en pratique. Nous avons publié l'algorithme et le code du cœur de Parcoursup. Alors, ça n'est pas forcément une lecture très digeste pour le tout venant, mais en tout cas, ça veut dire que nos collègues informaticiens peuvent aller lire ces publications, les critiquer, voir s'il y a des erreurs, évaluer la qualité du travail fait. Donc ça contribue à la transparence, même si le citoyen moyen a du mal à comprendre ce qui se trouve dans ces publications. Deuxièmement, on a essayé, pour que ce soit compréhensible autant que possible, on a essayé d'être simple. En particulier, lorsque une formation reçoit des candidats, elle fait un classement, et ensuite ce classement est modifié pour tenir compte d'un taux de boursiers déterminé par le recteur selon la loi. Comment appliquer la loi? Nous avons conçu un algorithme que nous avons essayé de rendre aussi simple que possible pour modifier le classement de façon à respecter le taux du recteur. Vous avez un exemple sur la diapo. Chaque B, c'est un candidat boursier, chaque N, c'est un candidat non boursier. Troisièmement, un candidat doit pouvoir comprendre ce qui se passe, pourquoi il est pris ou il n'est pas pris dans la formation qu'il désire. Et pour cela, Parcoursup fournit chaque jour au candidat son rang sur la liste d'appel de la formation, ainsi que le rang du dernier appelé. Par exemple, s'il est 300e
et que le rang du dernier appelé est 297e, eh bien, il sait qu'il n'y a plus qu'à avoir 3 démissions, et puis ce sera son tour. Il va recevoir une offre. Donc ça lui permet de suivre l'évolution et de comprendre d'une certaine manière, du moins d'avoir un angle, une perspective sur l'évolution de l'algorithme. Quatrièmement, il y a un travail supplémentaire indispensable sur les critères d'examen des vœux. Les formations doivent donner des renseignements suffisamment précis sur leurs attendus et sur les critères pour que les futurs candidats sachent répondre à la question suivante. Pour être accepté dans cette formation à laquelle je désire aller, quel cours est-ce que je devrais suivre et sur quel sujet est-ce que je devrais me concentrer pendant mes années de lycée? Donc il est indispensable que les informations données soient suffisantes pour que les jeunes puissent répondre à ce genre de questions. De plus, chaque candidat qui n'est pas retenu peut demander à la formation qui l'a rejeté les motifs de la décision. Donc ça, donc ce 4e point, c'est un sujet de débat, y compris juridique. Une piste de réflexion pour l'avenir, ça pourrait être, à mon avis, de synthétiser l'avis des jurys en présentant une liste de matières avec des coefficients, plus une partie laissée à l'appréciation libre du jury. Malheureusement, avec la diversité de 14 000 formations, 900 000 candidats, eh bien, une même formule peut difficilement s'appliquer à tous, et du coup, la question n'est pas encore résolue. Donc ça, c'est en cours. Mais c'est important pour la transparence. Alors maintenant, je vais profiter de ma présence ici pour vous faire quelques suggestions sur le sujet de la transparence. AFELNet. AFELNet, affectation des élèves par le net. Il s'agit de l'affectation des élèves de 3e dans les lycées selon un système de points attribués en fonction de leurs résultats scolaires, du temps de trajet domicile-lycée, de la situation sociale. Cet algorithme existe depuis de nombreuses années, mais il a un défaut d'opacité, pire que Parcoursup. Et comment améliorer la transparence de cet algorithme pour que les familles aient plus confiance, pour qu'elles puissent comprendre le résultat, pourquoi leur enfant va dans tel ou tel lycée. Une possibilité, c'est, avant les candidatures, de donner à l'élève une estimation de son barème, lui dire « si vous aviez été candidat l'an dernier, voici combien de points vous auriez eu » et publier les seuils d'admission passés de chaque lycée. Ça peut donner au moins une idée au candidat. Et puis après, à la fin de la campagne, donner à l'élève son barème de l'année, voilà quel a été votre nombre total de points, et publier les seuils d'admission de chaque lycée. Donc c'est l'équivalent du rang pour Parcoursup, et ça peut permettre à chaque élève de vérifier que la décision prise a une certaine légitimité. Donc ça, c'est une proposition qui améliorerait un peu la transparence, sans qu'il soit besoin pour autant d'expliquer les détails de l'algorithme. Deuxième proposition, transparence du calcul de l'impôt sur le revenu. Donc actuellement, quand on fait sa déclaration d'impôt sur le revenu, on obtient un nombre en réponse. Voici le montant de votre impôt sur le revenu, vous devrez payer tant d'euros. Ce que j'aimerais, c'est que, comme autrefois, quand on faisait les déclarations papier, cette phrase se continue par une deuxième phrase. Et voilà comment nous sommes arrivés à ce résultat, avec un calcul. Donc ce nombre d'euros que vous avez à payer, eh bien, c'est parce que tel nombre a été multiplié par tel nombre, plus qu'on ait la formule. Donc le chemin de l'exécution qui a permis d'obtenir ce résultat. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, me semble-t-il, et qui me permettrait au moins qui donnerait un peu plus confiance que le nombre qui m'est proposé repose sur une base saine. Et puis, quand on voit que la majorité des membres du gouvernement ne sont pas capables de remplir correctement leur feuille d'impôt, on se dit qu'il y a un problème. Surtout qu'ils sont honnêtes. Alors, ce que vous voyez sur la diapo, oui, je vais supposer qu'ils sont honnêtes. En supposant qu'ils soient honnêtes,
voici l'impôt sur le revenu. Le graphe de l'impôt sur le revenu se trouve sur la diapo. Chaque nœud, c'est un paramètre. Chaque lien, c'est on utilise un paramètre pour calculer autre chose. Et ce que vous voyez, c'est que là, on arrive à un graphe massif, plusieurs milliers de nœuds. Quand on arrive à ce degré de complexité, il n'est pas surprenant que même un ministre soit incapable de remplir sa feuille d'impôt correctement. Et donc, je propose de simplifier. Alors comment, je ne sais pas. C'est une question en partie algorithmique, puisqu'il s'agit de prendre un graphe et de trouver un graphe plus simple qui calcule presque la même chose d'aussi près que possible. Ça me semble important pour l'intégrité du système. Oui. Compréhension du graphe. Oui. Il représente tous les cheminements ou tous les chemins correspondant à tous les cas de figure possibles en matière de calcul de l'impôt sur le revenu, c'est ça? Alors, je crois qu'il m'a été envoyé par quelqu'un qui travaille à la DGFiP, et chaque nœud correspond à un paramètre. Donc, je crois que chaque nœud, ça peut être par exemple un nœud pour quelqu'un qui est dans telle ou telle situation, qui a... tous les cas de figure oui. Sont représentés en fait. Oui, et après il faut les combiner. Et après il faut les combiner pour arriver à faire le calcul. D'accord. Oui. Oui, les points ce sont les variables. Oui. Ok, merci. Donc normalement, enfin, dans mon cas, il n'y a que quelques points qui s'appliquent à moi, et probablement dans le vôtre aussi. Mais en tout, il y en a beaucoup trop, quoi. Nul n'est censé ignorer la loi, mais... Les gens qui ont des revenus fonciers d'un côté ou d'entreprise. Oui. C'est vrai qu'un parallèle est censé ignorer la loi. C'est difficile. Ça devient une activité à plein temps de lire la loi. Troisièmement, transparence de la synthèse du grand débat. Donc le grand débat, on en a vu la synthèse, et au moment où elle allait être publiée, nous nous sommes inquiétés dans la Société d'informatique de France de savoir comment comprendre cette synthèse, si elle serait compréhensible, si on pourrait lui faire confiance. Alors la première chose, c'est que les contributions en ligne des participants sont accessibles à tous. Donc ça, c'est un élément de transparence important. Ça veut dire que les données sont accessibles à tous. Donc n'importe qui peut prendre ces données, n'importe quelle équipe scientifique, et essayer de faire leur propre analyse et leur propre synthèse du grand débat. Deuxièmement, dans le résultat, les contributions ont été regroupées en catégories et en sous-catégories pour faire une classification, pour pouvoir présenter les réponses aux questions. Ces catégories sont-elles publiques? Oui, elles le sont. Donc ça aussi, c'est un élément de transparence, parce que comme ça, on peut voir quel a été le résultat. Exemple, j'ai pris un exemple au hasard. Question 1 d'une certaine catégorie. Que pensez-vous de l'organisation de l'État et des administrations en France? De quelle manière cette organisation devrait-elle évoluer? 2,9%, suppression du Sénat. En spontané, réponse ouverte. En réponse ouverte, ce n'est pas négligeable. Alors, on ne sait pas comment les gens qui ont fait la synthèse du grand débat sont arrivés à choisir cette catégorie suppression du Sénat, mais on sait, en tout cas, on connaît les pourcentages, et on a toutes les catégories et sous-catégories. Donc ça participe de la transparence. Et puis, ce qui serait bien aussi, ce serait d'avoir la correspondance. Pour chaque contribution d'un participant au grand débat, savoir quelles ont été les étiquettes, à quelle catégorie ça appartient et à quelle sous-catégorie. Ça permettrait à chaque participant d'aller regarder sa contribution ou celle des autres, d'aller regarder les étiquettes et de dire « Ah oui, ça, les étiquettes choisies correspondent effectivement au contenu écrit par le participant. » Et donc, ça permettrait de vérifier la bonne correspondance et donc l'intégrité de la synthèse. De plus, ça aiderait à essayer de reproduire les résultats obtenus pour le grand débat, pour vérifier que les résultats sont corrects. Et donc ça n'est pas actuellement public, ça n'est pas proposé. L'algorithme est-il public? Non. Mais est-ce nécessaire pour la transparence? Ce que j'essaie de montrer par cet exemple, c'est que
connaître l'algorithme n'est pas indispensable. Même si les détails de l'algorithme, on ne les connaît pas, du moment que nous avons suffisamment d'éléments sur les données, sur les résultats et sur les correspondances, on peut s'en servir pour faire des vérifications qui nous convainquent que le résultat a une certaine validité. Voilà, donc je pense que l'aspect public de l'algorithme, qui poserait d'ailleurs des problèmes de propriété intellectuelle, n'est pas forcément essentiel pour l'intégrité de la synthèse. Alors maintenant, je vais finir par quelques mots sur ce que je pense que peut-être vous voulez entendre. D'abord, l'intelligence artificielle. Donc, on parle beaucoup d'algorithmes de type apprentissage profond. Donc, puisque je suis ici et puisque je suis prof, enfin chercheur, mais j'ai aussi été prof, je vais en profiter pour dire quelques mots sur la façon dont fonctionnent ces algorithmes. Donc là, c'est un peu de science. Donc, vous avez à gauche un réseau de neurones profond. Donc, vous avez les données qui sont en rouge. Donc, la première donnée, ça peut être une température, la deuxième, une pression, la troisième, je ne sais quoi. Puis après, il y a des colonnes, une couche jaune, c'est la première colonne, une deuxième couche cachée, la deuxième colonne, etc. Et puis à la fin, il y a les nœuds bleus, ce sont les sorties, voilà, qui vont vous dire, par exemple, la météo de demain. Alors, comment ce calcul est-il fait? Chaque nœud regarde les nœuds de la couche précédente. Donc, par exemple, un nœud du premier niveau regarde tous les nœuds rouges, fait une moyenne des entrées, une moyenne pondérée avec certains coefficients. Et après, si la moyenne est supérieure à 10, on va dire le résultat c'est 1. Si la moyenne est inférieure à 10, on va dire c'est 0. Enfin, ça, c'est une façon de faire un calcul. Et du coup, les nœuds de la deuxième couche vont prendre ça comme entrée, c'est 1 et c'est 0, faire leur propre calcul, et ainsi de suite. Et au bout de quelques couches, on obtient la sortie. Donc ça, c'est l'algorithme. Et comment ces coefficients sont-ils choisis? Donc ces coefficients sont essentiels pour le fonctionnement de l'algorithme. Eh bien, ils sont choisis par une méthode d'apprentissage. Donc on regarde des données qu'on a déjà sur, disons, la météo du passé, et on ajuste les coefficients avec diverses méthodes d'optimisation, de façon que le réseau que j'ai dessiné là calcule soit le plus exact possible sur les données du passé. Donc si les coefficients sont choisis pour coller aux données du passé, pour qu'ils soient corrects sur les données dont on dispose. Et une fois qu'on a ça, qu'on a des coefficients qui donnent des bons résultats sur nos données, on va dire voilà, c'est ça l'algorithme, maintenant nos coefficients sont fixés et on va utiliser ça pour faire nos prédictions. Donc ça, c'est l'idée générale des méthodes d'apprentissage profond. Alors quand on voit ça, on se dit, publier l'algorithme, on peut réclamer de publier l'algorithme, mais à quoi ça sert? Imaginez que l'entreprise qui fait ça oublie les questions de propriété intellectuelle et généreusement publie la totalité de son algorithme, tous ses coefficients. Et alors, ça ne nous apprend pas grand-chose. C'est peut-être transparent, mais en fait, ça ne nous dit rien sur ce qui se passe vraiment. Publier le principe de l'algorithme, donc dire qu'on a utilisé telle méthode sur les données, ça peut au moins aider parce que les chercheurs du domaine peuvent dire ce type d'algorithme souffre de tel ou tel problème potentiel, donc qu'est-ce que vous avez fait contre ces problèmes? Et puis, donc, la qualité du réseau qui résulte de ces opérations dépend de façon essentielle des données sur lesquelles l'apprentissage a été fait. Et donc, publier les données, ce serait idéal. Si les données étaient publiques, à ce moment-là, n'importe qui pourrait essayer de faire ses propres prédictions et critiquer l'ensemble des données. La qualité du résultat dépend de la qualité des données. Ce que fait cette méthode, c'est prédire que le comportement futur de ce qu'on essaie d'estimer, de comprendre, correspond et similaire au comportement passé des données qu'on possède. Donc, ça veut dire que si les données ont un biais, l'algorithme reproduira ce biais. Donc, la qualité des données est essentielle. Et donc, il serait bon, au minimum, que tous les algorithmes qui utilisent des données publient les caractéristiques de ces données et puissent expliquer à ceux qui leur posent des questions ce qu'ils ont fait, quelles mesures ils ont prises pour avoir des garanties sur la qualité de ces données. C'est ce qui se fait d'ailleurs
de façon assez classique dans la recherche médicale. En recherche médicale, on vous dit les résultats sont basés sur une étude sur tel nombre de patients, de tels hôpitaux, telle cohorte, etc., avec un petit peu de statistiques. Et donc ça, c'est fondamental pour qu'on ait confiance dans la méthode utilisée. Alors, quand est-ce que l'intelligence artificielle marche bien? Donc, j'ai demandé à un collègue qui est spécialiste d'apprentissage de me donner des exemples où ça marchait bien et des exemples où ça ne marchait actuellement pas bien et ça ne marcherait pas avant de nombreuses années. Il a dit, l'intelligence artificielle actuellement, un succès, c'est la traduction. La traduction, actuellement, ça marche très bien. Un autre succès, la prédiction de tumeurs. Ça marche actuellement très bien. En général, ça marche bien quand on a un contexte qui est très cadré. Il y a peu d'incertitudes, on a des données qui sont précises et on sait exactement ce qu'on veut prédire. Donc, plus le problème est bien défini, plus les méthodes d'IA marchent bien. Alors, inversement, quels problèmes sont encore des défis pour l'IA? Eh bien, quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand les données sont floues, quand ce n'est pas robuste, quand il y a beaucoup d'incertitudes et quand il y a tellement de cas particuliers que les données qu'on possède ne peuvent pas envisager toutes les configurations possibles. Exemple, voiture autonome. Voiture autonome, sur un circuit fermé, peut-être. On peut faire tourner une voiture sur un circuit fermé. Mais à partir du moment où on est sur la route, l'interaction avec les autres, avec tout ce qui peut se passer sur la route, c'est un défi qu'actuellement l'IA ne peut pas surmonter de façon fiable. Imaginez que l'algorithme fasse des erreurs une fois sur 1 million. Imaginez que vous ayez 1 million de voitures sur les routes. Tous les jours, il y aura un accident dû à une erreur de l'algorithme. Donc, ce n'est pas acceptable. Actuellement, l'IA ne sait pas faire des voitures autonomes en milieu naturel, réel. Autre exemple, un diagnostic médical complet. Donc, de toute la personne, toutes les dimensions de la santé de la personne. Là aussi, trop de paramètres, trop d'inconnus, trop de flou. Actuellement, on ne sait pas faire. Alors, comment contrôler les algorithmes d'intelligence artificielle? Donc, j'ai récemment lu un livre de Dominique Cardon, « À quoi rêvent les algorithmes ?», qui a écrit « Le futur de l'internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent ». Et je trouve que c'est une formulation qui exprime bien l'apprentissage, la façon dont ces algorithmes fonctionnent. Alors, comment faire pour éviter, disons, une discrimination liée au genre? On pourrait dire, dans les données, on va effacer l'information homme, femme, autre des données. Non, ça n'est pas efficace parce qu'il est généralement facile de reconstruire le genre à partir des autres informations. Si on prend, disons, des candidats à des formations d'enseignement supérieur, même si on ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles, si on voit qu'ils font de la boxe, eh bien, je suis désolée, mais on peut penser qu'avec une bonne probabilité, il s'agit d'un garçon. Et donc, en fait, l'information de genre est implicite dans les données. On pourrait tester si les données sont biaisées, dans le cas d'apprentissage, de données servant à l'apprentissage. Et puis, on pourrait tester, surtout, a posteriori, la discrimination. Donc, une chose possible, c'est de demander aux entreprises qui utilisent des méthodes d'intelligence artificielle, quels outils elles utilisent pour corriger les biais dans les données. Et deuxièmement, leur demander, on peut mettre en place des tests a posteriori de la discrimination dans les résultats. On a des exemples dont on a entendu parler récemment, par exemple des offres d'emploi où on offre aux femmes des emplois, une offre
avec une étape, avec un filtre fait par un algorithme, conduit à des offres d'emploi où les femmes, on leur offre des salaires moins élevés que les hommes. Ça peut se tester a posteriori. Donc on peut déceler, donc pour chaque loi existante, ce qu'il faudrait, c'est traduire la loi en une condition mathématique qu'on va tester, qu'on va utiliser pour faire des tests a posteriori sur les résultats des algorithmes pour pouvoir avoir un signal et signaler lorsqu'il y a un problème de biais. Alors, en conclusion, je dirais, que peut-on faire pour la transparence sur les données? Donc, l'une des difficultés, c'est que donc on a vu qu'un bon résultat s'obtient en appliquant un bon algorithme sur des bonnes données. Et du coup, les entreprises qui sont dominantes peuvent acquérir plus de données que les autres, ce qui leur donne une meilleure qualité pour mieux améliorer leurs résultats. Et du coup, elles passent à une situation d'hégémonie quasi complète. C'est le cas en France, par exemple, pour le moteur de recherche Google. Donc ça explique partiellement la position de force des GAFA. Donc il y a de nombreux risques liés à ça. Alors par exemple, il y a ce livre de Cathy O'Neill qui a été traduit en français, qui a tout un panorama des risques écrit pour le grand public et très intéressant pour vous montrer de quoi il faut se méfier. Donc, risques sont nombreux. Pour éviter ces risques, pour éviter les dérives, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Une chose possible, ce serait d'éviter de donner des marchés publics aux GAFA. Actuellement, par exemple, les données médicales françaises sont l'objet de la convoitise de toutes sortes d'entreprises. Eh bien, celle qui les gagnera, si elle n'est pas française, elle va tout de suite avoir un gros avantage par rapport aux entreprises françaises, parce qu'elle aura ces données. Donc les données médicales françaises sont quelque chose qui a beaucoup de valeur. Bon, il y a beaucoup d'autres risques. Alors là, je dis 2 ou 3 choses un peu dans le désordre. Exemple, quand l'espace public se déplace sur Twitter, le débat devient un débat conduit selon les règles de Twitter. Et donc, la liberté de parole, ce sont les règles de Twitter qui décident qui a le droit de parler ou de ne pas parler, ce qu'on a le droit de dire en public ou non. Et donc, ce n'est pas la loi française, c'est la loi de Twitter. Donc ça, c'est une des difficultés de l'extension du numérique dans la société. Bon. Enfin, vous m'avez demandé si la recherche française pouvait faire le poids, sachant que la société du XXIe siècle sera numérique. Alors j'aimerais me placer au niveau de l'Europe plutôt que de la France, parce que déjà, l'Europe, c'est la France finalement, maintenant qu'on travaille dans le monde entier, la France est un petit pays, et l'Europe a beaucoup plus de poids pour faire porter sa voix. Donc en Europe, actuellement, donc il y a eu des tentatives avortées. L'une des difficultés, c'est que le numérique a besoin de chercheurs, et les chercheurs et tous les gens qui travaillent en sciences des données, actuellement, il y a de telles demandes de gens à la pointe de ce domaine qu'il y a une tension du point de vue des salaires. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que quand la différence devient trop importante, c'est difficile pour les jeunes de résister. Et puis, je pense que les startups ont du potentiel pourvu que
pourvu que le gouvernement ne contribue pas à faire pencher la balance du côté des GAFA. C'est-à-dire que les créneaux qui sont déjà occupés, bon, l'hégémonie, la situation hégémonique est là, on ne peut guère qu'essayer de la contrôler, mais il reste beaucoup de domaines où actuellement les algorithmes du numérique ne sont pas encore au point. Donc là, il y a une ouverture, des possibilités pour de nouveaux acteurs, de nouveaux participants. Donc l'Europe a toutes ses chances dans le domaine. Oh, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, excusez-moi. Non, 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 c'est passionnant. Merci beaucoup, Madame Mathieu. Merci. Je vais laisser Pierre Ouzoulias. Merci. Merci, Madame, pour la clarté de votre exposé. Madame et chers collègues, de temps en temps, je profite un peu. Vous avez dit très justement que le danger, c'est l'accaparation par des sociétés monopolistiques d'une masse de données qui conforterait leur position dominante sur un marché. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que finalement la meilleure façon de protéger ces données, c'est pas de les rendre absolument publiques pour tout le monde? Et est-ce que l'open data, un open data général organisé par l'État, c'est justement pas une solution pour éviter ces positions monopolistiques? L'open data général, je pense que je n'ai pas envie que vous sachiez ce que mes 10 dernières commandes sur Amazon, par exemple, anonyme. L'open data anonymisé, général. Est-ce que ce serait envisageable? Par exemple, que toutes les recherches que je fais sur Internet, la suite des sites que je visite, soient publiques. Est-ce que ce serait acceptable? Est-ce que ce serait faisable? Est-ce que ça pourrait être mis en place? Pourquoi pas? Il pourrait y avoir une petite application sur mon ordinateur, je pourrais accepter cela et toutes les informations pourraient lui être données, tant qu'à faire. Tant qu'à laisser filtrer les informations sur ce que je fais, autant la donner au gouvernement, c'est ça? Un peu comme en Chine, en fait. C'est votre suggestion? Je ne sais pas quoi vous dire. Je peux voir tout de suite quelques dangers. Nous avions reçu la semaine dernière l'ambassadeur pour les affaires numériques qui nous disait très justement que les préfectures travaillaient avec Google Maps jusqu'au jour où les licences sont devenues exorbitantes et qu'ils ont compris que les données publiques qu'ils avaient, les mettre dans OpenMap, c'était pour eux la garantie de pouvoir continuer à utiliser encore un service. Donc aujourd'hui, ils pratiquent cette publicité large de leurs données, justement parce que ça permet notamment à des logiciels libres de s'en emparer pour offrir des solutions quand des opérateurs imposent des coûts qui deviennent exorbitants. Voilà. Esprit que la publication de toutes les participations du grand débat. Et c'est vrai que ça, ça permet à tout un chacun, enfin à tous les scientifiques, d'utiliser les données comme ils le souhaitent. Oui, c'est vrai. Dans le même ordre d'idées, et peut-être pour des enjeux plus grands encore, il nous a été dit à l'occasion d'une audition, c'était les membres de la CERNA, qu'il était il était fondamental pour l'avenir que les données scientifiques restent absolument publiques, accessibles par tout le monde. Parce qu'il y a un enjeu politique majeur par rapport à leur captation. Voilà, donc voilà, je vous pose la question, mais je suppose que la réponse est oui. Oui, bien sûr. Voilà, mais ça c'est un point que j'avais retenu qui me paraît tout à fait fondamental pour l'avenir de la science, quoi.
qu'elle ne soit pas privatisée au Oui. bénéfice de certains et au détriment du plus grand nombre. Oui. Alors ça, Allez-y. c'est la réponse du côté transparence, pour améliorer la transparence, donc que les données soient, qu'il y ait plus de données publiques de façon proactive. De l'autre côté, pour améliorer la transparence du côté, par exemple, des moteurs de recherche, on pourrait imaginer que tous les matins, l'utilisateur reçoive un message qui lui dise hier, telles informations sur vous ont été collectées et ont été divulguées à tel Ça, destinataire. ouais. Ça permettrait à chacun d'être plus conscient de savoir ce qu'on fait de savoir ce qu'il ses partage. propres données. On voit sur LinkedIn, par exemple, vous faites un rapport régulièrement des gens qui ont consulté votre profil. Oui. Donc moi, j'arrive à savoir, en fonction de mes interventions, si ce sont des scientifiques, de l'administration, Oui. étrangère ou pas, qui va consulter. C'est vrai que Oui. c'est intéressant. Moi, j'avais une question. Tu as la parole. Je te remercie. De toute façon, je vais la prendre. non, si tu la donnes pas, tu la la prends précédente pas. Non, audition, ça, c'est le président il qui la faut donne. aussi que tout le monde puisse s'exprimer. Bien sûr, j'allais te la Donc, donner. j'ai dit au rapporteur général que bon, on n'est pas pour faire du tourisme non plus. Donc, pour dire les choses. D'accord. Bon, bah. Oui, non, mais. Ok, mais il m'a dit que c'était. Ok. Je voulais dire une chose, moi, ce qui m'intéresse dans tous ces processus, c'est l'intérêt, on l'a bien vu, il y a la question des biais, le deep learning ou l'apprentissage profond. On voit bien qu'il apparaît au niveau des données qui sont rentrées, on voit aussi qu'il peut apparaître évidemment à travers l'algorithme qui en est déduit. Et je me posais la question de savoir si, comme dans les constructions informatiques, il est parfois intéressant à procéder à de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire remonter au code source pour comprendre là où il y a des failles qui ne sont peut-être pas initiales d'ailleurs au problème posé, mais qui au fur et à mesure de l'évolution du contexte deviennent des failles. Est-ce que, d'une part, ça a un sens d'essayer de faire de la rétro-ingénierie sur les algorithmes, et est-ce que les moyens de supercalculateurs, de capacité, ne seraient pas un instrument précisément aussi, parfois, quand un algorithme deviendrait, par exemple, tout puissant dans le domaine de la santé au niveau international, sous une influence étrangère ou simplement un intérêt commercial, on peut procéder techniquement avec de gros moyens de calcul à la compréhension de la construction de l'algorithme elle-même sans en avoir les données de base. Et est-ce que ça a une valeur ou un intérêt de le faire? Excusez-moi, c'est un peu... D'abord, je ne suis pas spécialiste des algorithmes d'apprentissage, donc je n'ai pas de bonne réponse à ce que vous dites, mais ça me fait penser à l'une des possibilités qu'on évoque pour mieux comprendre ces algorithmes. Donc une des raisons pour lesquelles c'est assez frustrant de voir ces algorithmes d'apprentissage automatique, c'est que même si on a les coefficients, ça nous aide pas à comprendre le problème. Donc le fait de ne pas comprendre, on se dit c'est pas de la vraie science pure. Mais en fait, on peut quand même essayer certains éléments. Par exemple, on peut essayer de voir si on change des coefficients, donc si on se réduit à un tout petit nombre de coefficients, est-ce qu'on a quand même un résultat qui est assez bon? Est-ce qu'on pourrait dire, le résultat, c'est compliqué, mais pour 20%, il est expliqué par tel facteur. Pour 15%, par la combinaison de tel ou tel et tel facteur. Et donc, quelquefois, quand on a de la chance, quand le problème est simple, on peut, à partir de ces coefficients, trouver les endroits où il y a les coefficients dominants, et donc ce qui peut expliquer une partie du résultat. Et donc ça, c'est plus satisfaisant. Malheureusement, pour des problèmes comme les prédictions météo, en fait, on ne peut pas faire ça. Pour la prédiction du temps dans 10 jours, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte, et il est impossible de donner une explication simple parce qu'elle n'existe pas, parce que le problème est par nature complexe. Merci. Viviane Artigas. Oui, je comprends bien ce que vous nous dites, que les données c'est ce qui est important et que de les capter, ça peut être important aussi. Mais moi, il me paraît aussi que le traitement des données
Et ce qui peut être fait de ce traitement est aussi important parce que on voit bien, on imagine bien comment à un moment donné, dans de mauvaises mains, des algorithmes de traitement de données peuvent induire des comportements ou peuvent faire des choses qui, sans considérer des biais, mais volontairement amener à de la manipulation, à des formes de comportement ou à de la discrimination positive ou négative. Et donc, j'aimerais savoir si vous voyez quels moyens. Bon, effectivement, je comprends bien que les algorithmes, on a du mal à rentrer dedans et que c'est difficile, et puis que de toute façon, tout le monde ne veut pas donner, je ne vois pas quels moyens on a, mais voilà, comment pourrait-on faire pour quand même prévenir à un moment donné ces difficultés qui peuvent arriver dans le traitement des données. Et il y aura de plus en plus, avec des évolutions technologiques, de plus en plus de lieux localisés où se traiteront des données. Et moi, c'est l'utilisation, c'est plus d'avoir ces données, c'est le traitement qui en est fait après, sans qu'on ait un droit de regard sur ce traitement qui me questionne. Oui, alors, encore une fois, je n'ai pas de réponse directe à votre question, malheureusement. Excusez-moi, mais ça me fait aussi penser à autre chose. C'est un danger qui est très bien expliqué dans le livre de Cathy O'Neill, qui est que quand on a des algorithmes pour, par exemple, prédire une tumeur, on peut les optimiser au fil du temps, mais les maladies se comporteront toujours de la même manière. Mais quand ce sont des algorithmes pour les gens peuvent adapter leur comportement à l'algorithme. Il y a une interaction entre les deux, et du coup, ils peuvent s'adapter à la façon dont l'algorithme procède. Je vais prendre un exemple très simple, c'est le classement des universités. Vous savez, le top 10, classement de Shanghai. Bon, c'est censé être une tentative pour trouver les meilleures universités du monde. Mais voici que les universités se sont mises à prendre cela suffisamment au sérieux pour essayer de regarder les critères et changer la façon dont elles fonctionnent, non pas pour devenir meilleures, mais pour satisfaire aux critères. Donc, et du coup, le comportement se modifie, et du coup, le test, la formule n'est plus bonne. Et donc ça, c'est pertinent pour tous les algorithmes qui agissent sur le comportement humain. Et, une fois que l'algorithme entre en ligne de jeu, les humains adaptent leur comportement à l'algorithme. Et du coup, il y a toutes sortes de déviances qui sont possibles. C'est une forme de contrainte et de réduction de liberté, de comportement. Oui, oui. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va rester là. En vous remerciant, Madame Mathieu. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.
Merci. Merci. Donc, chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de M. Éric Léandri. Je vous rappelle, enfin je vous dis, M. Léandri, on a dû vous en avertir que cette audition fait l'objet d'une vidéo, d'une captation vidéo, et que l'audition fera l'objet également d'un compte rendu qui sera publié. Alors, on est obligé de satisfaire à certaines formes en matière de commission d'enquête. Donc, je vous rappelle ou je vous indique qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Donc, Monsieur Léandri, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie, monsieur. Vous êtes le fondateur et l'actuel président de l'entreprise Quant. Vous avez créé cette entreprise à capitaux franco-allemands en 2013. Son activité principale consiste à fournir un moteur de recherche qui se distingue de Google par la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Il se rapproche sur ce segment du métamoteur de recherche américain DuckDuckGo. Vous en direz peut-être un mot. Votre entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2018 et compte 160 salariés. Son activité est en croissance. En avril 2019, votre moteur de recherche aurait traité 100 millions de requêtes contre 18 millions en 2018, mais le chemin reste quand même malgré tout long comparativement à Google, par exemple, qui dispose de 95% des parts de marché, si mes informations sont bonnes. Vous avez donc fait le pari ambitieux de concurrencer l'un des principaux géants du numérique américain. Cela intéresse notre commission d'enquête, car nous devons nous interroger sur les voies et moyens de faire émerger les fameux géants européens du numérique que certains attendent parfois comme une sorte de messie. Alors cela m'amène à vous poser deux questions dans un premier temps, et mes collègues compléteront par la suite. Vous bénéficiez du soutien financier de la Caisse des dépôts qui détient 20% de votre capital, soit autant que le groupe allemand Axel Springer. Estimez-vous que l'écosystème français et européen est suffisamment favorable à l'émergence de tels champions? Aujourd'hui, les critiques et les amendes pleuvent sur certains géants américains du numérique en raison de leurs pratiques anticoncurrentielles. En avez-vous été victime vous-même? Et enfin, comment appréhendez-vous la notion de souveraineté numérique qui est au cœur de l'objet de notre commission d'enquête? Estimez-vous que votre entreprise peut aider la France et l'Europe à conquérir cette souveraineté dans le cyberespace? Voilà, en quelques mots, pour introduire le propos. Vous avez la parole, Monsieur Léandri. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs les administratrices et administrateurs. Je souhaite vous remercier tout d'abord d'avoir créé cette commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté numérique. Et merci également de nous donner la possibilité de partager notre vision et celle de Quant. C'est un sujet structurant pour notre pays qui doit tous nous réunir. Monsieur le Président, je répondrai à vos trois questions, je pense, dans ce propos liminaire, et je continuerai juste après. Nous avons ouvert Quant en 2011, nous avons fait à peu près 18 milliards de requêtes l'année dernière. Donc, dans certains de vos chiffres, vous allez voir, en fait, ils sont meilleurs que prévu dans votre introduction. Donc, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous lirai le reste et on vous donnera les vrais chiffres exactement. Donc c'est précisément le souci de contribuer à une certaine vision de la souveraineté numérique des Français et des Européens qui nous a poussé il y a déjà 8 ans à créer le moteur de recherche Quant. Et je vous présenterai dans la suite de mon propos pourquoi un moteur de recherche est indispensable dans une stratégie de souveraineté numérique. Parce que nous avons lancé Quant en 2011, Google avait déjà plus de 95% de parts de marché en Europe. Il générait 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde. 30% de ce chiffre d'affaires vient de l'Europe. De toute évidence, il y avait très peu de gens à cette époque pour croire dans un projet aussi fou et ambitieux que de lancer une alternative européenne. Tous nous disaient que la bataille était perdue d'avance, qu'il était déjà trop tard pour créer un moteur de recherche européen. Pas seulement aujourd'hui, déjà à l'époque.
Avec mes associés, nous avons pris le contre-pied et fait fi de ces réticences. Nous avons réussi à convaincre suffisamment de partenaires pour démarrer et pour accompagner notre croissance. Partenaires privés, cela s'entend bien. Ils avaient compris l'importance vitale de la souveraineté numérique pour notre pays. Après 8 ans de travail acharné, j'en vois toujours ici ou là qui semblent espérer notre échec ou ralentir la construction d'une alternative durable. Mais je suis fier de constater que Qwant est aujourd'hui le moteur de recherche choisi par un nombre grandissant de secteurs économiques. Qwant a été adopté par de nombreuses PME, mais aussi par de grandes références, notamment Safran, Thales, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, Audience, Groupe Nice Matin, Groupe France Télévisions, SNCF Transilien, Maïf, le CNES, le CEA et bien d'autres. Massivement dans les territoires, les collectivités font le choix d'une alternative souveraine et éthique. De grandes métropoles comme Paris, Nice, Rennes par exemple, et de petites villes moyennes, mais aussi des départements et des régions comme la région Sud, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et il m'en manque dans ma description et beaucoup d'autres, nous ont choisi. Nombreux sont les ministères à avoir adopté Qwant, notamment l'Intérieur, l'Éducation nationale ou la Culture, mais aussi les armées françaises et prochainement toute l'administration française sous l'impulsion du secrétaire d'État au numérique. Tous ces choix, du privé et du public, s'ajoutent aux millions d'internautes du grand public qui nous font confiance déjà tous les jours. Nous avons commencé par des internautes du grand public. Tous nous permettent d'accélérer notre développement avec un effet très concret. Le mois dernier, ce sont 240 millions de visites que nous avons reçues sur Qwant. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Qwant ne serait pas là, et donc je ne serais pas là aujourd'hui devant vous s'il n'y avait pas eu en France et en Europe une véritable prise de conscience des enjeux de souveraineté numérique. Le plus grand nombre a la volonté de retrouver une certaine forme de libre choix et d'indépendance de décision qui nous échappait jusqu'alors. La souveraineté, selon nous, c'est la capacité que nous avons tous, en tant qu'individus, en tant que collectivité, en tant qu'entreprise, à prendre des décisions librement. Lorsque l'on parle de souveraineté numérique, il y a donc 2 niveaux qui sont très complémentaires et sur lesquels Qwant essaye d'apporter des réponses. Le premier niveau, c'est la souveraineté numérique collective. D'une part, au sens de la capacité de l'État et plus généralement de notre société à rester maître de ces systèmes d'information dont dépendent des pans entiers de l'activité du pays et ses activités à l'extérieur, et ses actions à l'extérieur également. Et la souveraineté numérique individuelle, d'autre part, au sens de la capacité de chaque individu à conserver son autonomie dans sa vie quotidienne, sans dépendre excessivement d'outils numériques sur lesquels il n'a plus aucun contrôle. Et en matière de souveraineté numérique, un moteur de recherche a un rôle fondamental à jouer pour contribuer à garantir la liberté suffisante au pouvoir public, à la société et à l'individu. Il est primordial de comprendre ce qu'est un moteur de recherche et comment il fonctionne. Nous utilisons tous un moteur de recherche tous les jours et sans forcément savoir comment ça marche. Alors je m'excuse pour ceux qui sont très techniques. Un moteur de recherche, c'est par définition un outil qui va vous permettre de savoir où se trouve l'information que vous recherchez. Jusque-là. Au préalable, il faut donc qu'ils connaissent le maximum d'informations possibles pour avoir le maximum de chances de savoir répondre à votre question, à la question posée. Ça, c'est le rôle de l'index. En fait, je vais vous expliquer très simplement, les puristes qui nous regardent me pardonneront la simplification à l'extrême. L'index, c'est en quelque sorte la bibliothèque que vous avez chez vous, version bibliothèque d'Alexandrie. Pour constituer notre index, Qwant envoie des logiciels, c'est ce qu'on appelle des crawlers ou des indexeurs, qui simulent l'activité d'un internaute lambda qui se balade sur Internet de clic en clic. À chaque fois, il regarde le contenu de la page, qui a changé, il note les changements. Aujourd'hui, Qwant, c'est jusqu'à 20 milliards de pages dans notre index, en visitant jusqu'à 2 milliards de pages chaque jour avec nos crawlers, avec nos indexeurs. Ensuite, une fois que vous disposez de votre index, ces dizaines de milliards de pages, il faut pouvoir effectuer un tri à l'intérieur de cette masse d'informations afin de faire remonter les résultats les plus pertinents. Ceux-ci viendront fournir les réponses à la question que vous pose l'internaute. C'est le rôle joué par les algorithmes de tri des résultats, ce qu'on appelle le ranking, le classement. Chez Qwant, nous avons mis au point nos propres algorithmes de tri. Nous sommes parmi les seuls à avoir des brevets sur des algorithmes de tri. Ils prennent en compte des dizaines et des dizaines de facteurs différents pour déterminer quelle page afficher en premier dans nos résultats, puis en second, etc. Avec ces 2 éléments clés, l'index et l'algorithme de tri, le moteur de recherche que vous utilisez a une influence très importante sur l'information à laquelle vous accédez, et donc celle que vous partagez. En fonction des contenus qu'il choisit d'indexer ou non, vous n'aurez peut-être pas accès à certaines informations, ou au contraire, vous verrez des contenus impossibles à trouver chez d'autres. Et en fonction des algorithmes de tri, vous ne verrez pas les mêmes informations apparaître dans les premiers résultats de recherche, qui sont ceux sur lesquels clique la très grande majorité des utilisateurs. Or, il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 8 vrais moteurs de recherche, grand public, qui disposent à la fois de leur propre index du web et de leurs propres algorithmes. Google et Bing aux États-Unis, Naver en Corée du Sud, Yandex en Russie, Baidu en Chine, Seznam en République tchèque, Yahoo au Japon et Qwant en France.
Tous les autres sont des métamoteurs qui utilisent exclusivement les résultats fournis par d'autres moteurs de recherche, la plupart du temps Google ou Bing. Ce sont des interfaces de recherche, ce ne sont pas de véritables moteurs de recherche qui permettent d'avoir notre propre connaissance de ce qui est sur Internet. Et la plupart du temps, ils sont sur les infrastructures d'un des géants que vous connaissez, et la plupart du temps sur Amazon. Cette différence est décisive, c'est en cela que le moteur de recherche Quant est stratégique. Sur le plan de la souveraineté collective dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiel. Quant est né du constat du manque total d'indépendance de l'Europe sur son accès à l'information à travers les moteurs de recherche. 95% de part de marché pour Google, ça veut dire très concrètement que dans 95% des cas, quand un Français ou un Européen fait une recherche sur un sujet quelconque sur Internet, c'est un moteur de recherche étranger qui lui dit où l'information la plus pertinente de son point de vue se trouve. Ces 95%, Monsieur le Président, avec les chiffres que vous aurez très bientôt pour compléter, sont largement inférieurs en France. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire un moteur européen et français. Qu'il l'utilise consciemment ou non, c'est un pouvoir d'influence énorme à l'échelle de tout un continent. Cela peut avoir de nombreuses répercussions, y compris sur les élections. C'est du jamais vu. C'est donc un risque majeur pour la souveraineté de la France et en Europe, et c'est évidemment la même chose sur les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos. Une très grande partie de notre accès à l'information, au savoir et de notre capacité à partager cette information dépend aujourd'hui d'acteurs étrangers. Ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde, mais aussi des intérêts différents des nôtres. Que se passera-t-il si les États-Unis demain décident que Google ne doit plus fournir de résultats en France, ou filtrer tel ou tel résultat, ou encore qu'il doit couper tous ces services de messagerie email qu'utilisent des millions de Français et d'entreprises? Ça paraît invraisemblable, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec un géant chinois. Du jour au lendemain, les États-Unis ont demandé à Google de rompre un partenariat avec le deuxième constructeur mondial de smartphones, ainsi de priver d'un marché de plus de 200 millions d'appareils vendus chaque année. Toutes les informations qu'ils indexent sont très utiles par ailleurs pour d'autres choses fondamentales qu'ils développent. Je pense bien sûr en particulier à l'intelligence artificielle. Vous commencez déjà à avoir de l'intelligence artificielle un peu partout, mais demain, ça sera vraiment omniprésent, aussi bien chez les individus que dans les industries, les administrations, l'armée. Si nous ne disposons pas d'une capacité à fournir nos propres intelligences artificielles, alors qu'elles font tourner une grande partie de l'économie et contribuent au fonctionnement de la société, nous ne maîtriserons plus rien. C'est un risque qui me paraît tout à fait inacceptable. Nous avons en réalité une seule question à nous poser. Pourrons-nous toujours nous offrir le luxe de nous fâcher, même provisoirement, avec un allié avec lequel nous ne sommes pas d'accord, alors que c'est lui qui nous fournit nos moyens de communication, nos informations, nos intelligences artificielles? Si nous devons craindre que les services numériques dont toute notre économie dépend soient coupés ou bridés, est-ce qu'on sera vraiment libre de ne pas suivre ce qu'on nous demande de faire? C'est ça la souveraineté. Et je pourrais aussi vous parler de la santé connectée, avec des bases de données médicales, des objets de santé intelligents qui sont toujours dans les mêmes mains, ou encore de la monnaie, avec le développement des crypto-monnaies qui échappent de plus en plus au contrôle régalien. Je voudrais aussi vous parler du risque que nous prenons quand nous utilisons un moteur de recherche qui sait ce que nous recherchons et que nous consultons. C'est le volet souveraineté individuelle dont je parlais. Et vous verrez qu'il rejoint les préoccupations sur la souveraineté collective. Comme vous le savez, Quant est né et a séduit de plus en plus d'internautes avec une promesse forte, qui précédait largement le règlement sur le général de protection des données, le fameux RGPD, celle de ne pas collecter les données personnelles de nos utilisateurs et de donner une vision neutre et panoramique de l'Internet. Nous l'avons fait parce que nous avons la conviction que chaque fois que nous confions nos données personnelles à quelqu'un qui peut les utiliser, nous prenons le risque de perdre un peu plus de liberté. De même, nous sommes convaincus que notre moteur doit être neutre et donc ne pas faire de discrimination selon les sites ou les contenus, ni de modification des réponses selon l'utilisateur. Sur un moteur de recherche, chaque fois que vous dites ce que vous recherchez, vous nous dites ce qui vous intéresse. Et vous le dites tout au long de la journée sur votre ordinateur, sur votre smartphone, ou même chez vous le soir, si vous avez acheté une de ces nouvelles enceintes connectées. Si je me souviens de tout ce que vous demandez, au bout de quelques semaines, j'ai une idée très précise de qui vous êtes. Vraiment précise. Si tous les jours vous me demandez des recettes de cuisine et que vous précisez toujours végétarien ou sans gluten, j'ai une petite idée de votre régime alimentaire, ou de vos allergies peut-être. Peut-être que ça se revend. Ce n'est peut-être pas très grave si vous me dites sans porc et qu'en plus je sais où vous allez depuis quelque temps dans des lieux religieux grâce aux données GPS collectées, je n'aurai pas trop de doutes sur vos convictions religieuses. Ce n'est peut-être pas très grave. Si vous recherchez des sites de rencontres gays, je connaîtrai votre sexualité. Si vous cherchez un médecin après avoir recherché des informations sur des maux de ventre et qu'après vous recherchez une bonne mutuelle, je saurai que vous n'avez peut-être pas eu une très bonne nouvelle.
Si vous recherchez comment adhérer à un parti politique, je saurai pour qui vous votez. Bon, c'est sans fin, je vais arrêter. Écoutez, quoi qu'il en soit, ça donne des informations. Tout ça, ce sont des informations que Quant a choisi de ne pas collecter, et donc aussi de ne pas revendre. Nous croyons fondamental de préserver la vie privée et la liberté de l'individu, et donc sa souveraineté. J'ai un point important sur lequel nous avons basé Quant. Nous avons basé Quant sur le droit à la vie privée, tel qu'il est énoncé dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je refuse que mon entreprise puisse être en capacité d'exploiter des données qui lui permettraient de trier les résultats de recherche afin d'influencer et biaiser les informations que reçoit telle ou telle catégorie de la population, ou de permettre à des annonceurs de cibler les personnes selon leur profil. C'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, et c'est le risque que nous courons avec d'autres acteurs. En Europe, avant d'être des consommateurs, les internautes sont avant tout des citoyens. Les citoyens ont des droits. Nous n'avons pas le droit de collecter leur sexualité, nous n'avons pas le droit de savoir s'ils sont musulmans, athées ou chrétiens, nous n'avons pas le droit de savoir s'ils sont de droite ou de gauche. Ce sont des droits des citoyens. Il n'a jamais été aussi facile de manipuler une élection en utilisant les biais psychologiques de chacun et en personnalisant l'information affichée, grâce aux données personnelles collectées. Et s'il vous plaît, ne croyez pas que ce soit seulement l'apanage des Russes. Si un moteur de recherche a accès aux recherches faites par une administration, une PME ou par une grande entreprise française, qu'il sait sur quelles informations cliquent en priorité les Européens quand ils s'intéressent à tel ou tel sujet, il n'y a plus qu'à aller se servir pour faire de l'intelligence économique et diplomatique. Il n'y a plus qu'à personnaliser les résultats pour influencer des décisions. Ce sera encore beaucoup plus facile avec le développement des assistants personnels avec qui vous avez un rapport de confiance parce qu'ils ont une voix d'humain, qui vous parlent comme si vous étiez son ami et inversement. Regardez ce qui se passe avec les enfants, c'est très intéressant. C'est pour ça que Quant construit son indépendance technologique pour permettre à la France et à l'Europe de ne plus dépendre d'un moteur de recherche étranger et pour permettre aux individus de conserver leur libre arbitre et l'accès à une information de qualité. Pour finir, il me semble important que vous expliquiez comment nous avons construit la vision de Quant en vous disant quelques mots sur notre stratégie. La souveraineté numérique ne se décrète pas. Elle se pense, elle se travaille, elle se construit avec une vision de long terme. Chez Quant, nous avons beaucoup investi et nous investissons de plus en plus dans la création de notre propre index et de nos propres algorithmes de recherche. L'objectif pour nous, il est clair, c'est de ne plus défendre de plateformes numériques étrangères pour construire une alternative crédible pour assumer notre autonomie stratégique et notre indépendance technologique. Il serait illusoire de prétendre créer ex nihilo, en quelques clics et dès le premier jour, un service mondial comparable à des grandes plateformes numériques étrangères. Illusoire. Donc nous avons utilisé une stratégie. Cela prend beaucoup de temps et d'énergie et demande beaucoup d'argent. Chez Quant, nous devons faire beaucoup avec peu. Et nos utilisateurs et utilisatrices attendent de Quant qu'on délivre des résultats pertinents immédiats, des services avec de la complétude, de la performance et un niveau de qualité qui rivalise avec les leaders dont les services sont tout aussi gratuits que les nôtres. Alors, sans investir des centaines de millions d'euros, le recours partiel mais transitoire à des services fournis par des tiers est par conséquent nécessaire et pragmatique, du moment où ça ne remet pas en cause notre engagement fondamental, le respect total de la vie privée et la protection des données personnelles. C'est ce que nous avons fait notamment avec Bing, qui nous a permis d'avoir des résultats suffisamment pertinents dès le lancement de Quant. Sans cela, nous n'aurions pas pu offrir dès le premier jour le niveau de service susceptible de fidéliser nos utilisateurs. C'est aussi pour cela que nous avons signé un partenariat inédit et innovant avec Microsoft le mois dernier. Jusque-là, tout notre index et tous nos calculs, notamment pour l'intelligence artificielle, étaient faits exclusivement sur nos propres serveurs. Désormais, Microsoft met aussi à la disposition de Quant les capacités additionnelles de son cloud Azure, qui nous permet de stocker beaucoup plus de données dans notre index et d'exécuter des calculs beaucoup plus rapidement, avec une puissance que nous ne pouvons pas égaler aujourd'hui. Toutefois, Microsoft n'a accès à aucune donnée personnelle de nos utilisateurs. Tout est parfaitement cloisonné et étanche. Nous avons justement travaillé avec eux pour trouver un système qui le garantit. Il n'y a que si vous cliquez sur une publicité ou sur un résultat de recherche que nous ne contrôlons évidemment pas ce que les annonceurs ou les éditeurs de sites internet sur lesquels vous allez font de vos données. En gros, si vous cliquez chez nous sur une publicité et que vous allez sur le site de la FNAC et que ce site récupère vos données parce qu'il vous connaît et vous a inscrit,
Quant ne vous protège plus en dehors de Quant. Mais dans Quant, vous êtes totalement protégé. Mais quand vous revenez sur Quant, nous ne savons pas où vous avez été avant et ce que vous avez recherché précédemment. Pour Quant, vous venez, vous cherchez, vous revenez, vous recherchez, vous êtes toujours un anonyme. Toujours. Avec Microsoft, un des géants du numérique, nous pouvons désormais accélérer en France et partout en Europe. Et surtout, ce partenariat est réalisé conformément à nos exigences et valeurs françaises et européennes. C'est un partenariat industriel et commercial, comme Airbus en a aussi aux États-Unis. Donc rassurez-vous, Quant reste maître de sa technologie. D'ailleurs, pendant l'annonce sur Vivatech, le numéro 2 mondial de Microsoft l'a dit aussi que nous restons maîtres de notre technologie. Du développement de notre algorithme, de notre index, de nos infrastructures, sans collecte de données personnelles, seul à même de garantir sa promesse et sa proposition de valeur, de respect de la vie privée de ses utilisateurs et de la confidentialité de leurs recherches. La souveraineté numérique peut trouver appui notamment sur nous et sur d'autres entreprises françaises et européennes qui font de l'excellent travail. Et je pourrais citer OVH, même si nous ne sommes pas chez eux, c'est de l'excellent travail que fait OVH et de l'excellent travail qu'il peut délivrer à l'ensemble de nos start-up, scale-up et entreprises européennes. Nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Nous avons parfois pris du retard, ce dont certains profitent d'ailleurs pour nourrir leur entreprise de déstabilisation, Monsieur le Président, puisque vous m'avez posé la question, à grand renfort de théorie du complot. Vous en avez peut-être été destinataire. J'ouvre à ce sujet une parenthèse pour vous dire que nous avons introduit plusieurs recours judiciaires en diffamation et en dénigrement. Je n'en dirai pas plus puisque ces procédures sont en cours, mais nous ne nous y trompons pas. L'objectif, c'est de démolir nos travaux et de démolir notre entreprise française. Un point de détail susceptible de vous intéresser, parce que je me demande moi-même pourquoi, il y a un point commun entre toutes ces attaques. C'est qu'à chaque fois qu'elles sont relayées, ceux qui les relaient refusent systématiquement de nous parler directement, de venir voir chez nous la réalité de notre quotidien et de notre travail, de venir voir nos data centers, nos 500 serveurs. Ces attaques organisées démontrent que nous sommes sur la bonne voie et nous allons y arriver. Nous savons ce que la France nous a donné et nous voulons le rendre et le faire fructifier pour tous. C'est aussi pour cela que Quant a une démarche sociétale responsable de bout en bout. En choisissant d'avoir son siège fiscal en France, de faire un moteur de recherche spécialement adapté pour les enfants, Quant Junior, aujourd'hui 10 académies sur 17 utilisent Quant Junior, de contribuer au financement de la presse, ou encore d'aider les causes sociales et environnementales en reversant une part de nos gains aux associations. Voilà donc, mesdames et messieurs les sénateurs, notre stratégie, et nous le pensons, notre contribution concrète à la souveraineté numérique en France et en Europe. C'est notre vision de la souveraineté numérique et de l'importance d'un moteur de recherche européen, éthique, responsable et neutre sur le marché européen. Ce sont nos engagements, nos expériences de travail et notre réalité chez Quant, de tous les jours, pour nos 145, 150 collaborateurs. La souveraineté numérique, c'est au fond l'affaire de tous, et je crois que nous en prenons toute notre part. Aujourd'hui comme hier, vous êtes évidemment les bienvenus chez Quant pour venir rencontrer nos équipes et voir comment tout cela fonctionne de l'intérieur. Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et je vais compléter celles que vous avez pu me faire dès le départ. Encore merci pour cette invitation, merci pour votre aide et votre soutien. Et je compléterai en vous disant que nous nous tenons absolument à votre disposition, mais cette fois en privé, non pas en public, pour le secret des affaires, qui n'est pour moi pas un secret avec mes sénateurs, mes députés ou mon gouvernement. Voilà. Pour revenir. Merci, Monsieur Léandri, pour cet exposé très concret. Je vais passer la parole à mes collègues s'ils souhaitent la prendre. Stéphane ? Je passe mon tour. Pardon, non, Monsieur le rapporteur. Franck, non, pas du tout. Je passe mon tour parce que l'actualité politique de cet après-midi m'a éloigné de votre audition. Je connais Quant, j'apprécie l'effort fait de doter l'Europe d'un moteur de recherche autonome et indépendant. Et j'ai presque envie de dire, dans ce monde qui n'est pas le monde des bisounours, le fait d'avoir des ennemis est plutôt rassurant. Ça prouve que vous êtes en train de percer. Merci, Monsieur le rapporteur, et bonjour, Monsieur le rapporteur. Stéphane Piednoir. Merci, Monsieur le Président. Je voulais
Oui, faire une petite observation. Vous avez bien exposé, on connaît tous la capacité du moteur Quant à protéger la vie privée. C'est ce qu'il met en avant, ce que vous mettez en avant aussi dans votre intervention, notamment. Il n'y a pas que ça, mais c'est un point important. Vous nous dites qu'à chaque recherche, l'utilisateur, qu'il soit particulier ou une structure, une collectivité, fait une nouvelle recherche, repart à neuf, est un nouvel utilisateur. En revanche, ce que l'on peut reprocher, ce qu'on peut reprocher à ce type de neutralité, c'est que du coup la réponse est moins pertinente. Ce qui fait la force sans doute des moteurs de recherche qui, eux, ont sans doute moins de scrupules à ne pas protéger la vie privée. Leur argument, c'est de dire, au fur et à mesure, on connaît mieux la personne, mais aussi on lui apporte des réponses qui sont plus proches de ses attentes, de ses préoccupations, et donc il a plutôt tendance à retourner sur ce moteur de recherche. Comment vous gérez ça ? Comment faire en sorte qu'un utilisateur, certes, qui est préoccupé par la protection de sa vie privée, soit en même temps bien attendre des réponses qui répondent à ces véritables préoccupations. Écoutez, nous avons fait plusieurs études et plusieurs enquêtes, y compris avec des partenaires type Yandex, qui ne sont pas mes partenaires commerciaux, juste d'autres compétiteurs sur le marché. Et en fait, quand vous traquez les gens et que vous traquez les informations sur les gens, la partie qui concerne la publicité est bien meilleure. Et puis la partie qui concerne les réponses du web, c'est 3 ou 4 liens qui sont mieux placés si je vous connais mieux. Donc par exemple, si vous cliquez toujours sur un lien de site internet pour du code, quand vous êtes un informaticien, ce site devrait repasser premier dans un moteur qui vous connaît. Chez nous, il sera toujours 3e ou 4e, même si nous avons, quand des milliers de gens pour la même requête cliquent sur le même type de lien, nous faisons remonter ce lien dans nos résultats. Cependant, ça ne suffit pas. Et les tests que nous avons faits prouvent qu'il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, nous avons une technologie qui s'appelle MASQ, M-A-S-Q, qui va être lancée ce mois-ci. MASQ consiste à garder vos recherches, si vous le désirez, côté client, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, à l'intérieur d'un cloud qui vous appartient. Donc, en fait, là où vous avez envie de les conserver, mais certainement pas chez Quant. Vous allez les conserver dans MASQ. Et MASQ, c'est une partie de votre disque dur sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qui est totalement chiffré, qui n'est pas accessible aux autres et qui permet de savoir où vous avez cliqué les dernières fois, afin de pouvoir, à l'arrivée de la requête sur votre téléphone, la transformer légèrement pour placer en premier, en deuxième ou en troisième les résultats que vous préférez. En fait, c'est en apportant la souveraineté à l'utilisateur, en mettant côté utilisateur la capacité de conserver ces données, que nous allons régler ce problème-là. Ça fait 2 ans que nous travaillons dessus. Nous travaillons au chiffrement, à la capacité de conserver ces informations et à la capacité de les partager. C'est techniquement complexe. Je ne vais pas pouvoir vous l'exposer en quelques mots ici, mais c'est prêt. Et ça commence à sortir sur la carte. Nous avons fait une cartographie, donc la map de Quant, faire Quant Map, pas pour faire de l'anglicisme ici. Notre carte, évidemment, est une carte qui n'est pas là pour savoir où vous étiez hier, ce que vous avez fait, où vous êtes allé. Cependant, vous aimeriez sûrement y avoir votre domicile et l'endroit où vous voulez aller. Peut-être votre bureau. Vous voulez certainement conserver ces informations plutôt que de les rentrer tous les jours. Mais en fait, vous allez les conserver dans MASQ, et quand vous allez ouvrir la carte de Quant, vous allez voir votre domicile s'afficher, vous allez voir votre bureau s'afficher, vous allez voir les points d'intérêt là où vous allez s'afficher, comme si je les connaissais, mais c'est en fait votre téléphone qui va les afficher pour vous, et moi je vais juste vous livrer une carte. Ça a l'air tellement simple, parce que quand vous allez ouvrir la carte, vous ne verrez pas vraiment la différence avec celle de quelqu'un qui a toutes vos données chez lui. C'est un algorithme local avec de l'intelligence artificielle en local qui va permettre de délivrer la réponse en local et non pas en global. Et ça va permettre de protéger des millions de Français, nos enfants, mes enfants, et l'ensemble des gens qui aujourd'hui voudraient utiliser une carte pour tout un tas de raisons. Et je vous en donne une très simple, celle de tout à l'heure. Si vous allez plusieurs fois par jour à l'hôpital, c'est certainement, pour 2 raisons, vous avez des gens à voir, vous y travaillez, ou peut-être parce que vous devez y prendre des traitements, et donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il faudrait être capable de pouvoir partager. Vous voyez, il y a plein de raisons. Les cartes, ça devient très important dans notre monde. Les données de vos véhicules devront rester dans les véhicules et pouvoir être effacées à la sortie. Sachez que quand vous dites OK à un véhicule pour y donner
votre répertoire quand vous montez dans une voiture de location, la plupart du temps, ce répertoire n'est pas effacé. La voiture de location a tous les répertoires. Vous pouvez récupérer tous les répertoires de tous les gens qui ont dit OK en montant dans une voiture de location. C'est quelque chose qui ne devrait pas être possible de voir encore au XXIe siècle, et c'est contre ça que nous mettons en place une technologie comme Masque. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Donc, vous voyez, moi, je suis un bon élève. Hein. Je compte sur Firefox. Voilà. Doublement bon élève. Voilà, j'ai tapé mon nom. Bon, je ne suis pas au sommet. Il y a différents membres de la famille, mais je pense qu'on peut s'arranger après pour qu'on fasse quelque chose, voilà, pour me remonter. Alors, comme malheureusement j'ai juré, je peux vous dire de suite la vérité, on ne pourra pas s'arranger. Non, mais là, vous parlez sous serment, mais on verra après. Non, je blague. Vous nous avez dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant à propos des algorithmes de recherche qu'ils étaient brevetés. C'est-à-dire que vous acceptez donc qu'un jour ils passent dans le domaine public, et est-ce que vous pourriez considérer qu'ils soient complètement transparents, et est-ce à dire que finalement c'est pas tellement là-dedans que se placerait la supériorité de votre moteur de recherche? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous nous avez dit qu'un certain nombre de vos données étaient accueillies par le cloud Azure de Microsoft, qui est une société américaine. Quelle protection vous pouvez assurer aux données françaises par rapport aux agences américaines qui, avec le Cloud Act, peuvent venir aller chercher ce qu'ils veulent? Voilà. Merci. Oui. Écoutez, je vais répondre déjà à votre première question. La deuxième est en fait très facile, même si je m'exprime certainement mal. Mais je vais essayer de m'exprimer justement très bien devant votre commission. Sur la première, sur la partie mettre en place des algorithmes en open source et ouvrir les algorithmes. Alors premièrement, le brevet n'est pas sur un algorithme, parce qu'un algorithme ne se brevette pas vraiment, c'est l'idée derrière, donc juste pour ce petit point de détail. Mais les brevets, oui, donnent une idée globale de notre idée de classement de l'Internet. Ces brevets peuvent tomber dans le domaine public, s'ils le veulent, mais je pense qu'on aura ouvert les algorithmes et on en aura rendu open source quasiment tous, les algorithmes, bien avant que ces brevets tombent dans le domaine public, puisqu'on vient de les obtenir pour la plupart mondialement. Donc, l'idée globale, c'est, depuis toujours chez Quant, de mettre un maximum de choses en open source. J'ai parlé de Masque. Masque sort et est en open source. Je vous ai parlé, vous avez peut-être l'application Quant sur votre mobile. L'application Quant est un fork de Firefox que nous avons relisé en open source. Nous avons aussi tout le front de Quant, tout ce que vous voyez devant vous est disponible en open source. Donc en fait, vous pourriez refaire un Quant avec la façon dont on l'affiche et ainsi de suite, vous-même. Et puis, nous avons les crawlers que nous avons mis, donc les indexeurs dont je vous parlais tout à l'heure, nous les avons mis en open source. Et nous avons aussi mis les systèmes pour faire les graphes et les calculs de graphes en open source. Aujourd'hui, on est la société qui a mis le plus d'open source sur les moteurs de recherche de l'ensemble des sociétés disponibles sur Internet. Notre seul problème, c'est le classement. Car si je mets le classement en open source sans avoir parfaitement sécurisé la façon dont je classe, je permets aux gens qui savent utiliser les failles d'un moteur de recherche sur le classement de faire monter en premier tous les résultats sur de la vente de pilules bleues pour un week-end sympathique entre amis. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas l'idée. Ce qu'on aimerait, c'est que, évidemment, si vous ne voyez pas, j'essaierai de faire compléter mon information par mes équipes. Mais en gros, les SEO, les spécialistes du référencement sur les moteurs de recherche, s'ils voient mon algorithme, seront capables de tricher avec mes résultats de recherche. Alors, ça, c'est un problème que l'on a tous. Est-ce que ça m'empêche de vous montrer comment je construis l'ensemble du système de Quant? Non. Est-ce que ça m'empêche de vous donner la possibilité de voir nos algorithmes et les rendre open source? Non. Ce que ça m'empêche, c'est de vous dire comment je fais mes poids pour faire mon classement et la façon dont je vous affiche les résultats. Ça veut simplement dire que quelqu'un qui travaille bien, qui va prendre tout ce que l'on met en open source, sera capable de refaire un Quant, mais pas avec tous les secrets des résultats que nous allons mettre en œuvre. J'ai proposé de lancer un concours SEO. Donc un SEO, ce sont les spécialistes de l'Internet, spécialistes du classement.
J'ai proposé de le lancer en octobre-novembre, et pendant 5 mois, les plus grands SEO français, et là je parle de vrais SEO, pas de gens qui sont là pour raconter d'autres choses sur les réseaux, vont pouvoir tester nos algorithmes, donner des idées et voir si nous avons fait du bon travail pour éviter le spam. Donc le spam, c'est la capacité à faire monter des résultats qui ne devraient pas être dans les premiers résultats de recherche. Mais pour cela, j'ai besoin de finir, et ça m'amène à votre deuxième question, la deuxième partie de notre infrastructure. Qu'est-ce que nous avons signé avec Microsoft sur le Cloud Azure? Quelles sont les données que Microsoft va avoir qui seraient donc soumises au Cloud Act sur simple demande? Et vous avez entièrement raison. Mais en fait, ce sont des dizaines de milliards de pages Internet. C'est près de 2 milliards de photos. Ces photos sont celles d'Internet. Ces photos sont les pages sur Internet. Alors juste, pourquoi est-ce que nous sommes sur le Cloud Azure avec Microsoft et pas chez OVH? Microsoft est le deuxième plus grand moteur de recherche de la planète. Son cloud, il l'a fait pour son moteur de recherche. Donc il l'a fait très spécifiquement avec des technologies spécifiques à un moteur de recherche. Donc pour venir classer et indexer et faire les calculs d'intelligence artificielle sur ces pages et avoir suffisamment de SSD pour ces pages, nous avons fait cet accord avec Microsoft. C'est un accord inédit. C'est un accord avec la première capitalisation boursière mondiale. C'est un accord qui garantit à l'Europe d'aller vers un moteur de recherche souverain européen. C'est un accord qui est gagnant pour l'Europe, gagnant pour la France, gagnant pour Quant et gagnant pour Microsoft sur la partie cloud, c'est-à-dire l'achat que je vais avoir des centaines et des milliers de serveurs supplémentaires dont j'ai besoin pour indexer le web. Y a-t-il la moindre donnée personnelle sur les serveurs de Microsoft disponible pour le Cloud Act américain? Zéro. Évidemment, si vous cliquez sur les pubs de Microsoft, vous passez par Microsoft, vous arrivez à la FNAC, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est différent, c'est chez eux, ce n'est pas chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui, notre accord avec Microsoft, c'est tout simplement vous permettre et nous permettre d'avoir un moteur de recherche de taille mondiale qui démarre aujourd'hui avec nos infrastructures d'un côté et le complément sur la recherche et l'indexation des pages et des images. Vous nous demandez d'être de plus en plus souverains, c'est exactement ce que cet accord nous a offert. Et nous a offert à tous. Donc on va aller au bout de l'accord, on va même l'accélérer, on va le mettre en place et vous donner les meilleurs résultats disponibles aujourd'hui sur Internet avec des technologies européennes, de l'intelligence artificielle européenne et la plupart françaises, et des partenariats comme ceux que nous avons technologiques avec l'INRIA. André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. On a parlé beaucoup du fonctionnement de la société Quant. Il y a une question qui est celle du financement, parce qu'on parle d'une entreprise européenne. Bien sûr, il y a la Caisse des dépôts et consignations, mais il y a aussi un partenaire privé allemand. Voilà. Est-ce que... Moi, je n'ai pas le sentiment dans ce domaine-là, même si l'Union européenne met beaucoup de moyens, depuis notamment 2 ans, sur les supercalculateurs, sur tout un tas d'objectifs, je n'ai pas l'impression que les instruments de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, etc., soient très sensibles à ce qui finalement, bien sûr, est un produit à haute valeur ajoutée, mais surtout quelque chose qui est au contact direct des citoyens. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ça? Qu'est-ce que l'Europe, parce que vous apportez quelque chose à l'Europe en termes de souveraineté, par rapport au respect des citoyens et des règles du RGPD, et vous l'avez dit vous-même, vous l'avez anticipé, qu'est-ce que l'Europe renvoie vers vous? Écoutez, l'Europe a fait 2 choses. Axel Springer est notre premier investisseur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 20%. Il faut aussi savoir que nous sommes, nous, les premiers investisseurs de Quant. Nous avons mis de l'argent, personnel ou autre, de chacun d'entre nous. Et les premiers investisseurs chez Quant sont tous des privés, donc pour plusieurs millions d'euros pour démarrer. Puis Axel Springer pour 20%, puis la Caisse des dépôts. Mais entre les deux, vous avez eu la Banque européenne d'investissement qui nous a permis d'avoir un prêt. Non pas une subvention, hein, voilà. C'est un prêt remboursable dans 3 ans, prêt remboursable avec des taux particulièrement intéressants. Nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à avoir accès à ce type de prêt. Ce prêt a été défini il y a quelques années et a servi à tout un tas d'autres entreprises européennes et a permis à d'autres entreprises européennes d'avancer. Ce prêt a été défini par l'Europe et est vraiment là, ce type de prêt, pour aider les entreprises européennes. Première chose que l'Europe a quand même fait pour Quant, et je dois le reconnaître. Deuxième chose,
Je suis le président de l'Open Internet Project et les milliers d'entreprises qui sont derrière l'Open Internet Project sont les gens qui avaient fait une demande auprès de la Commission européenne pour vérifier l'abus de position dominante de mon concurrent principal sur la partie shopping, où Mme Verstager, grâce à son action, a permis à la fin d'arriver à une demande d'amende de 2,4 milliards pour le shopping. Puis, nous avons continué sur Android, et là, c'est 4,2 milliards d'amendes, et Quant est le seul plaignant européen sur le cas Android pour demander l'accès au téléphone. Vous me demandiez tout à l'heure comment est-ce qu'on peut nous bloquer, c'est facile. Jusqu'à il y a peu, je n'avais pas accès au téléphone. Vous ne pouviez pas m'installer si vous étiez un fabricant de téléphone. Il fallait aller dans l'App Store et demander l'accès à Quant. Aujourd'hui, par exemple, grâce à tout ça, vous avez au démarrage de l'App Store du Play Store de Google, une demande qui vous demande de regarder entre Google, Ecosia, Quant, Bing et d'autres moteurs de recherche. Vous avez aussi une demande pour proposer d'autres navigateurs. C'est une conséquence de ce qui s'est passé pendant ce travail de la Commission européenne et de Margrethe Verstager. Maintenant, si on parle au niveau européen, et cette fois je vais enlever ma casquette Quant et mettre la casquette souveraineté européenne, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, devrait nous dire tout simplement que nous devons quelque part accélérer, tout simplement accélérer, notre capacité à, dans le cas d'un moteur de recherche, indexer l'ensemble de l'Europe, dans le cas d'un cloud type OVH, à avoir plus de puissance, dans le cadre de la 5G avec Nokia, peut-être d'avoir un impact immédiat. Nokia est la deuxième société la plus avancée sur la 5G au monde, et je rappelle qu'elle est toujours européenne. Donc, je pense que dans ce cadre-là, il y a certainement quelque chose à accélérer, à réfléchir, à accélérer. Je sais que le modèle américain est un peu particulier, mais je sais aussi que le modèle européen me convient sur beaucoup de points. Il n'y a qu'un point qui me pose une petite difficulté, c'est qu'il est quasiment impossible de créer un produit, de créer un business sur ce produit, de le rendre rentable, puis d'accélérer au fur et à mesure du temps. À un moment, vous devez choisir entre avoir plus d'ingénieurs et être capable d'indexer l'Europe, ou rester rentable, être tranquille et rester un petit produit. Il faut à un moment pouvoir choisir, sans aller dans la folie d'un Uber qui passe en bourse à 84 milliards et qui, je le rappelle, passe en bourse en perdant 4 milliards ou 3 milliards par trimestre. Ça, c'est fou, mais de l'autre côté, on ne peut pas créer des produits qui accélèrent sans investissement. On ne peut pas créer des produits et ne pas avoir d'ingénieurs pour les créer. On ne peut pas mettre en place un moteur de recherche européen sans y mettre des centaines de serveurs. Ça prend du temps, messieurs. Mesdames également, et excusez-moi. Donc, qu'on soit très clair, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment régler, et j'espère que votre commission pourra apporter un éclaircissement entre le besoin d'amener de la rentabilité à un produit, le besoin d'accélérer, et le besoin d'être en capacité d'accélérer quand il le faut. Je pense que ces trois points sont importants. Et d'ailleurs, sur ce point-là, j'aimerais rajouter une précision. Quant est un moteur de recherche. Les moteurs de recherche, c'est une industrie, ce n'est pas une start-up. On ne cherche pas de business model, on le connaît très bien, notre business model. Ça a été inventé par Omid Koderstani, employé numéro 3 de Google. Ça s'appelle AdWords. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure, vous cherchez un téléphone, vous tapez le nom de ce téléphone, je vous le propose, vous cliquez pour aller à la FNAC, vous cliquez pour aller chez un constructeur de téléphone. Quand vous cliquez sur un lien qui est une annonce, et pas sur les autres, une annonce, à ce moment-là, je touche de l'argent parce que j'envoie un nouveau client à la FNAC ou ailleurs. C'est le principe des moteurs de recherche. Et ce principe-là fonctionne très bien et rend un moteur de recherche totalement rentable à partir du moment où il a suffisamment de requêtes par jour. Donc, ne vous y trompez pas. La bascule de l'administration, les bascules des banques, les bascules des grands groupes aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer chez Quant nous amène à ce point où nous serons très rentables. Et c'est le bon moment, certainement, pour nous attaquer. Parce qu'après, quand l'équilibre est là, et même les bénéfices, et qu'en plus nous payons nos impôts, ça va devenir vraiment beaucoup plus compliqué. Alors ça, c'est très intéressant.
nous utilisons un outil qui s'appelle SimilarWeb. C'est avec ça que nous donnons des chiffres grand public. Cet outil fait des calculs sur l'Europe, et dans cet outil, c'est 11,4% de part de marché qui est proposé. Moi, je vous annonce 5 à 6% du marché. Médiamétrie annonce beaucoup plus en part de marché. Nous, avec toutes les bascules que nous avons aujourd'hui, nous estimons être à 5 ou 6% du marché français. Nous estimons être en très grande croissance sur les autres marchés. Et notre croissance, pour vous donner un cas d'école qui est celui-là très factuel, entre la semaine dernière et aujourd'hui, nous avons eu une croissance de notre chiffre d'affaires d'à peu près 19% par jour. Non, même pas. C'est la croissance de notre trafic. Donc, encore une fois, ne nous y trompons pas. Quand nous devenons souverains, c'est également avoir nos citoyens qui utilisent des outils qui les respectent, des outils qu'ils veulent utiliser. Et là où vous avez raison, des outils qui doivent donner des résultats de très bonne qualité. Merci, Président. Merci, cher Franck. Juste une question. Vous développez en Europe. Quand vous développez dans un pays nouveau en Europe, est-ce qu'il y a un investissement spécifique, pays par pays, avec les pouvoirs publics pour adapter votre service, votre projet aux réalités de ce marché national, ou bien est-ce une démarche parfaitement standard? Merci, monsieur le rapporteur. Alors, tout dépend. Par exemple, Quant Junior, la version pour enfants, a une version éducation. Cette version éducation, nous l'avons travaillée avec le ministère de l'Éducation. Quand nous le faisons en Allemagne, quand nous le faisons en Italie, nous avons la même demande auprès du ministère pour que les résultats dans l'onglet éducation de Quant Junior correspondent aux résultats qu'aimerait avoir le gouvernement et surtout aux sites qui ont été référencés comme parfaitement adaptés à l'éducation des enfants selon le ministère italien de l'Éducation. Pour Quant lui-même, nous avons aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, la capacité de travailler plusieurs pays et plusieurs langues tout en travaillant de la France, par exemple. Maintenant, dans certains pays, comme la Suisse, vous devez y mettre des serveurs pour anonymiser l'IP des Suisses en Suisse. Elle ne doit pas sortir de Suisse, c'est la législation. Donc, nous nous adaptons en fonction des législations. Cependant, là où vous avez entièrement raison, c'est que pour chaque pays, il faut rajouter des serveurs, il faut rajouter de la puissance de calcul, il faut rajouter de la capacité d'indexation du pays. Et donc, pour chacun des pays où nous allons, il nous faut plus de serveurs et plus de puissance. Mais nous n'avons pas besoin d'aller discuter avec chacun des gouvernements pour obtenir ce que nous allons obtenir ici. La seule différence, c'est que vous avez un effet d'entraînement qui est absolument considérable. En prouvant qu'il est possible de le faire, en prouvant qu'il est possible de basculer sur un moteur de recherche éthique, responsable, qui respecte l'ensemble des obligations européennes, le RGPD et l'ensemble des possibilité de protéger nos enfants, et y compris tout ce qui est RSE, donc notre responsabilité sociale et environnementale. En faisant ça, en basculant sur un moteur comme ça, vous faites un précédent au niveau mondial, et vous amenez quelque chose de particulier, vous amenez la preuve que respecter les règles, respecter la loi, respecter la législation, respecter les obligations fiscales ne sont pas juste une obligation des Européens, mais une vraie vue de nos valeurs et de notre façon de voir le monde. Vous développez votre activité donc à l'échelle, aux échelles nationales, européennes et même mondiales. Qu'attendez-vous éventuellement des pouvoirs publics, eu égard à leur stratégie en matière de souveraineté numérique en particulier, pour faciliter, vous accompagner dans votre développement? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce qu'il y a pour vous des points faibles que vous repérez dans les stratégies, en particulier celle de l'État français en la matière? Écoutez, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que tout a changé ces 3 ou 4 dernières années pour l'ensemble des startups françaises d'abord, puis européennes aussi, puisque je travaille aussi sur l'Allemagne, sur l'Italie et ailleurs. Il y a quelques années, il était très difficile de discuter avec les pouvoirs publics, les chambres de commerce, les différentes régions ou même avec les grandes entreprises. Très difficile.
C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Nous avons des passerelles, des ponts, des possibilités avec la French Tech par exemple chez nous, des possibilités à l'international avec nos ambassades, avec nos consulats, avec Business France qui font un travail pour nous aider très fort. Ce qui serait juste vraiment parfait à mon sens, c'est deux choses. Nous avons un vrai problème sur le droit à la concurrence au niveau européen. Pas au niveau français. Au niveau français, nous avons déjà dans notre arsenal la capacité d'avoir des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires, quand vous les utilisez, vous arrêtez l'abus de position dominante. Quand vous ne les utilisez pas, et malgré les condamnations qu'a réussi à pousser Madame Margrethe Vestager, je tiens simplement à dire ici que ce sont des centaines et des centaines de pages. C'est un vrai travail qui a été fait. Les mesures conservatoires au niveau européen ne sont pas utilisées, ne seront jamais utilisées, car en fait, vous devez prouver l'irréversibilité du dommage causé à votre entreprise. Mais quand c'est irréversible, votre boîte a fermé. Et quand elle a fermé, vous ne pouvez pas attaquer avec votre boîte, elle est fermée. Nous avons un droit européen que je ne comprends pas là-dessus, voyez-vous. Et puis, pour continuer, nous avons aussi des règles européennes assez étranges. Au niveau européen, vous savez, vous avez le droit d'être en position dominante, mais vous n'avez pas le droit d'en abuser. Alors ça, c'est dû au fait qu'avant, France Télécom, par exemple, avait 100% du marché français, mais il n'avait pas 100% de l'Europe. Donc il n'avait pas 100% du marché allemand qui était détenu par Deutsche Telekom. Et donc, si vous regardez ça sur l'échelle de l'Europe, personne n'a jamais eu 95% du marché européen, personne. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas en abuser quand vous êtes condamné à 50 millions pour le RGPD, quand vous êtes condamné à 2,4 milliards pour le shopping, 4,2 milliards pour Android? Qu'est-ce que vous appelez ne pas en abuser? En gros, c'est vous êtes un chauffard sur la route à 200 km/h, mais si vous pouvez payer, vous payez 2 000 € d'amende. Après, vous faites 300 km/h, payez 3 000 € d'amende. Et après, c'est 400 km/h. Et puis, avec un peu de chance, vous avez un crash. Mais ça, cette fois, c'est les gens qui vont les payer, le crash. Donc, à un moment, je ne comprends pas le ne pas en abuser. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire comme aux États-Unis, où quand vous dépassez un certain niveau, vous n'avez plus le droit de ne rien faire pour vous y maintenir? C'est peut-être un peu différent. Mais moi, je dirais simplement, Monsieur le Président, pour aller au bout de ma problématique du jour et du mois et de cette année, il y a eu énormément de choses faites en Europe pour aider les entreprises. Nous avons gagné le premier set, nous avons gagné le deuxième set en décidant de démarrer, en décidant de travailler tous ensemble. Ce n'est pas le moment d'assurer, ce n'est pas le moment de recommencer à perdre. C'est le moment d'accélérer. C'est le moment de faire ce que l'on dit. Nous pouvons passer Quant dans toutes les administrations, faisons-le, vous en avez le courage, et ce gouvernement en a le courage. De grandes banques, de grandes entreprises, des millions d'utilisateurs le font déjà, faisons-le. Au niveau européen, la Banque européenne d'investissement passe sur Quant. Écoutez, il n'y a pas que nous. Vous avez Welt qui est sur Quant, vous allez sur Welt, c'est Quant, le moteur de recherche d'un des plus grands journaux allemands. C'est pareil sur Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport pour nos amis italiens. Vous avez aussi une ville près de Milan qui vient de passer sur Quant. Vous n'êtes pas seul, il n'y a pas que la France, c'est partout. Donc aujourd'hui, le courage d'y aller, vous l'avez, sinon vous ne feriez pas ce genre de commission. Vous l'avez, parce que sinon vous ne mettrez pas sur la table ce genre de problématique. Mais il va falloir l'avoir cette fois jusqu'au bout, parce qu'on n'aura pas une deuxième chance. Vous savez, à partir de 2021-2022, on parle beaucoup du côté américain, il va falloir aussi parler beaucoup du côté chinois. Et enfin, j'aimerais simplement vous dire, ce n'est pas les Américains, les Chinois et les gentils Européens, c'est des entreprises qui choisissent de protéger la vie privée, de faire de l'intelligence artificielle éthique, de mettre l'open source au cœur de leur stratégie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'aller travailler avec Microsoft, ou des entreprises qui ont décidé de prendre toute la data, de savoir tout sur tout, de bloquer les concurrents, et c'est pour ça que je ne travaille pas avec d'autres, ou des entreprises qui viennent d'État, qui viennent tranquillement prendre des clouds en proposant peut-être demain du dumping sur les prix. Donc à un moment, la souveraineté, la façon de travailler et les choix européens doivent aussi être dictés par nos valeurs européennes. Merci Pierre. Une dernière question pour flatter
la fierté de notre président que je partage. Quant fonctionne en Corse, et on comprend pourquoi, en breton, en catalan, en basque, ouais. Mais pas en occitan. Alors, à quand l'occitan? Alors c'est assez facile. Tous les choix que nous avons faits sur les langues, et je vous rajouterai le gaélique, l'écossais, l'irlandais, histoire que vous n'ayez pas un peu l'impression que je n'ai choisi que des autonomistes. Non, mais parce qu'à la fin de la journée, on va y arriver. Donc résultat. Non, je devais la placer. Je suis désolé, c'était peut-être pas l'endroit, mais je devais la placer. Simplement, je vais aller au bout. Quant fonctionne dans toutes ces langues pour une raison culturelle. Quand vous vous réveillez le matin en Corse, la plupart du temps, les gens ont le Corse matin à la main, rarement le parisien, ou alors ils viennent d'arriver du bateau ou de l'avion. Donc, simplement, ce que l'on a fait, c'est mettre le Corse matin devant dans les réponses de l'actualité, mais le parisien est juste derrière. Hein. Si le parisien a un très bon article, il n'y a aucune ostracisation de qui que ce soit, bien au contraire. L'occitan, ça serait avec plaisir si vous décidez d'acheter votre point occitan, votre point OC. Nous avons en fait indexé ceux qui ont un point quelque chose. Et celui qui nous manque, il est plutôt du côté de l'Alsace. Donc c'est l'Alsacien qui a un point que nous allons maintenant indexer et ajouter. Donc pour l'Occitanie, c'est avec grand plaisir, sachant qu'en plus nous sommes sur Occitanie Data, achetez votre point Occitanie, votre point OX, votre point ce que vous voulez, mais ayez un point que l'on puisse aller crawler et indexer sur Internet afin de donner les réponses de vos sites Internet. Nous sommes sur Internet. Voilà, mais ça sera avec grand plaisir. Alors, je voudrais très officiellement remercier Pierre Ouzoulias pour sa question. Je vais relayer votre réponse, Monsieur le Président, auprès de mes camarades militants occitans. Non, mais c'est une question très intéressante. D'autres questions? On va en rester là, en vous remerciant. Monsieur le rapporteur, un petit mot de conclusion. Oui, non, on connaît Quant, on connaît le défi que vous représentez, on a de la sympathie pour votre combat et on s'intéresse dans les dispositions législatives, fiscales, à ce que vous faites. Mais moi, la formule que j'ai retenue, c'est cela, c'est le courage d'y aller. En fait, il y a quand même un moment où il ne s'agit pas simplement de parler de souveraineté, il y a peut-être aussi l'idée de défendre sa souveraineté par des gestes qui comptent. Voilà. Vous le faites et vous nous invitez à le faire. Merci, Monsieur Léandri. Merci à vous. Bonne continuation. On vous salue. On enchaîne là ou je sais pas. C'est une audition précédente.